Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. Et aujourd'hui dans cet épisode, on vous parle de la fin du monde, tout simplement. Bonne écoute. Hello Ndaya, comment ça va? Ça va comme une fin du monde. On fait comme on peut, on est là. Hein. On survit, ça va. Et toi? Ça va. Je trouve que je suis plutôt joyeuse dans cette fin du monde. Ça me va bien, je trouve. T'as déjà ça à ton avantage, c'est que t'es physique. Ouais, je c'est sais déjà me ça. bagarrer. Je sais me bagarrer. Si on doit se retrouver comme dans I Am Legend, je saurais quoi faire. Voilà. Je suis crafty. Je peux me battre. Je On est prêts, on est trop sais prêts. allumer un feu. Je sais chasser. Je sais pêcher. Bon, je suis... Parti politique, pêche, nature et tradition. Exactement. Voilà, c'est un épisode spécial. On va parler d'un sujet qui est quand même assez dramatique, mais on va essayer de rendre ça un peu jovial et pratico-pratique aussi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on a une annonce spéciale à vous faire. C'est quelque chose dont on est particulièrement fiers cette année. On s'était dit qu'on allait sortir de notre zone de confort, faire plus d'événements, faire plus d'apparitions. Et on va dire qu'on est dans l'année où tu manifestes des choses et elles se réalisent. Parce que cette année, on a été invités à faire un épisode live du podcast à la Natural Hair Academy, la NHA de Paris. Oui. Le plus gros événement célébrant la beauté noire en France. Ça fait plus de 10 ans que la NHA est incontournable, un week-end au mois de juin ou au mois de mai. Cette année, ce sera du 21 au 22 juin et un changement de lieu parce que la NHA est victime de son succès. Ce sera à Paris, porte de Versailles, donc le plus grand parc d'exposition à ce jour qui a été loué pour la NHA. On attend environ 35 000 personnes pour cette édition, donc laissez-moi vous dire qu'on a les chocottes. Ndaya, les chocottes, moi je suis très sereine. Les chocottes. Moi, à partir du moment où on a eu cette annonce, je me suis vue avec le micro en train de trembloter et dire bonjour tout le monde. Mais voilà, donc on est super fiers de pouvoir participer à cet événement. Vous nous connaissez, on vient jamais les mains vides, donc dès que vous aurez vos places pour la NHA, soyez sûrs que vous pourrez venir nous rencontrer. Nous, on passera le dimanche. Et comme on l'a dit à chaque fois, on a toujours des cadeaux. Celles qui sont venues à la Galentine s'en rappelleront. Celles qui ont lu la newsletter le savaient déjà. Donc, vous êtes toujours dans les loges. C'est ça. Voilà, toujours dans les loges des superstars. Voilà, on a très très hâte. On va vous mettre un lien dans la description pour acheter vos billets pour la NHA. Il y a des tarifs préférentiels en ce moment, donc ne traînez pas. Et c'est du 21 au 22 juin. Voilà pour les annonces. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Première question. Bon, d'abord, je vais faire quand même une petite définition. On va parler de ce qu'on appelle la collapsologie ou ce qu'on appelle aussi le survivalisme. Mais bon, je préfère le terme collapsologie qui parle en fait de la possibilité que la société s'effondre. Et quand on parle de société qui s'effondre, c'est plus une théorie pour les sociétés très industrielles. Voilà, on va pas parler de sociétés qui sont, j'allais dire plus primitives, mais j'aime pas employer ce terme. Je pense qu'on va dire des sociétés qui sont juste sur un modèle différent, mais en tout cas, là, on va vraiment parler des sociétés industrialisées et de tous les facteurs qui peuvent entraîner l'effondrement d'une société. Parce qu'il y a des signes, en fait. Il y a des signes comme le changement climatique, le fait qu'on soit passé à une ère numérique, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'égocentrisme, de perte du sens de la communauté, le fait qu'il y ait des violences banalisées, etc. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent souvent, en fait, en regardant les infos, à se demander si c'est pas la fin du monde, et si ce serait pas tous les signes de l'apocalypse. Et voilà, donc on s'est dit qu'on allait se poser ces questions-là, et partager nos vécus, parler un peu d'histoire, etc. et voir si on est dramatique ou si c'est réaliste. Première question, est-ce que tu crois en l'effondrement de la société, Néné? C'est la fin du monde depuis les années 2000. C'est littéralement ça, parce que quand on préparait l'épisode, moi j'ai repensé à tout ce qu'on avait entendu dire sur le fait que sur le passage, sur le bug de l'an 2000, que tout allait exploser, que c'était la fin, que c'était terrible, etc., etc. Bon, la Terre n'a pas explosé, le monde ne s'est pas effondré, mais je pense qu'on arrive vers une fin, je crois qu'on arrive vers une fin.
parce qu'il y a trop de choses qui font pas de sens. Et quand je dis des choses qui font pas de sens, c'est que il y a... oui, on est censé être des sociétés de plus en plus évoluées, mais je nous trouve de plus en plus bêtes. Je nous trouve de plus en plus dépendants de choses auxquelles on n'était pas dépendante avant. Exemple tout bête, avant, nos parents, quand ils allaient rendre visite à quelqu'un, ils utilisaient des cartes, ils n'avaient pas de GPS. Ouais. Voilà. Nous, on dépend énormément de la technologie. On dépend énormément de la technologie. Quand je vois des gens qui vont jusqu'à demander à ChatGPT des conseils sur comment se laver les dents, se laver, ce machin, etc. Avant même, tu sais, d'utiliser Google ou de chercher dans un livre, tout ce que ChatGPT dit, ça fait foi. Ça me fait très très peur parce que du coup, tu nourris cette intelligence artificielle avec des données très personnelles. Et en même temps, tu te décharges du minimum de réflexion dont on t'a doté. Ouais. Et du coup, je trouve que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ont facilement tendance à se dire « Ah ben là, ça fonctionne pas ». Ou « Ah ben il n'y a pas d'électricité ». Ben, une coupure d'électricité, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une coupure d'électricité ? On vérifie le tableau électrique. On vérifie si c'est général ou si c'est juste toi. Et si c'est juste toi, quel numéro tu peux appeler, etc. En fait, je trouve qu'on est dans un monde où on ne fait plus preuve de bon sens. Ouais. Et pour moi, c'est une preuve de choses qui ne va plus parce que je me dis, nos ancêtres très 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 lointains, les Homo sapiens sapiens, à un moment donné, ils ont évolué, ils ont vu les choses qui changeaient, ils se sont adaptés aux changements, ils ont remarqué ce qui pouvait leur permettre de survivre, ce qui ne leur permettait pas de survivre. Et là, je trouve que on est peut-être en train de régresser. Peut-être que je suis très, très dure en disant ça, mais je trouve qu'on est un peu en train de régresser parce que je me dis, je ne vois pas comment notre génération et les générations d'après pourront survivre s'il y a un gros crash et qu'il faille revenir à quelque chose de plus simple, quoi. Ouais, de plus primaire, c'est vrai. Moi, c'est quand je regarde les changements climatiques, ça fait très peur. Ça fait vraiment, vraiment très peur de voir comment les saisons commencent à être désordonnées, les températures peuvent être extrêmement hautes à des moments où elles ne sont pas censées l'être. Enfin, pour moi, j'ai pas le souvenir que fin avril, tu puisses atteindre des 25 degrés, 27 degrés. Enfin, c'est insensé. Surtout, je suis dans le nord de l'Europe, ça me perturbe. Pour l'ère numérique, je suis d'accord avec toi. On dépend énormément d'autres sources d'intelligence. Et je trouve qu'on est beaucoup moins dans le tangible. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas palper, sur lesquelles on est dépendante. Je me dis que demain... sans aller à l'effondrement de la société, tout simplement, demain, si Meta, ils crachent, s'ils font faillite. Voilà, il n'y a plus d'Instagram, il n'y a plus de WhatsApp, il n'y a plus de Facebook. Je sais pas, en fait, je pense vraiment qu'il y a certaines personnes qui vont craquer déjà juste en perdant ça. Se dire qu'il y a des gens qui ont fait toute leur carrière sur ces choses qui ne sont pas tangibles, comment tu appréhendes la vie, en fait, une fois que ces choses-là, elles prennent fin. Et c'est ça qui me fait le plus peur, en fait. En parlant d'effondrement de la société, j'ai pas spécialement l'impression qu'on touche à une fin du monde maintenant. Parce que quand tu regardes l'histoire et tu te dis, moi, si j'étais enfant pendant, je sais pas, la Seconde Guerre mondiale, je me serais en train de me dire aussi, ouais, c'est bon, c'est la fin, c'est le retour du Christ, etc. Fin, c'est fini. Les gens qui ont vécu pendant la période de la peste noire, mais ils ont dû se dire aussi, mais c'est quoi, c'est l'apocalypse, c'est pas possible. Donc quand je remets les choses en perspective comme ça, je me dis, il y a beaucoup de moments sombres dans l'histoire qui te donnent l'impression que c'est la fin, mais il y a toujours une possibilité d'un renouveau derrière. Mais là, je trouve que c'est particulier parce que j'ai l'impression qu'il y a j'appelle ça des micro-conflits, mais ils sont pas micro, mais ils sont hyper localisés dans plein d'endroits. Ça explose un peu partout. Et de façon, tu vois, genre graduelle. Tu dis, j'espère quand même pas qu'ils vont faire ça, parce que s'ils font ça, ça veut dire que ça. Et tu vois que ça explose. Et après, tu vois que la situation perdure dans une zone, et tu te dis, ok, bon, cette zone-là, ça perdure, ça se gère à peu près comme ça peut se gérer, mais ça explose à un autre endroit. Et c'est pareil. Et en fait, tu vas rester avec des trucs... Enfin, ça fait je ne sais pas combien de temps que j'ai pu regarder les infos, parce que je me dis, en fait, si c'est pour avoir les infos et d'entendre parler d'un conflit à tel endroit, d'un conflit à tel endroit, qui se passe dans le monde entier, alors c'est aussi peut-être parce qu'on a un accès plus important aux informations. C'est sur ça que j'allais rebondir, c'est que je me demande, peut-être il y a 100 ans, il y a 200 ans,
tu pouvais pas savoir ce qui se passait dans le monde. Peut-être qu'il y avait autant de conflits, peut-être qu'il y en avait moins. Tu vois, j'arrive pas vraiment à savoir. J'arrive pas à le palper, mais moi, ce qui me fait dire que c'est la fin, c'est d'avoir tous ces conflits micro-localisés. Et tu te dis, à la limite, en Asie, il y a 2 régions qui s'entendent pas, que ça crée quelque chose, machin. Mais c'est seulement ces 2 régions en Asie, ils vont se gérer entre eux. Ouais. Puis après, tu vas en Afrique, tu te dis, ah bah là, ils ont 2 endroits, bon, c'est pas grave, ils vont se gérer entre eux. Ouais. Mais sur tous les continents, il y a un truc en cours et qui escalade, qui escalade. Et comme on est dans un monde où il y a des alliances et des machins, bah, tu commences à te dire, bah, il y a les uns contre les autres. Et comme il y a les uns contre les autres, tu te dis, bah, tu peux te retrouver au milieu. Où est-ce que moi je vais pour me protéger? Où est-ce que moi je vais pour être... je sais pas de quel côté je me place, parce que tu es obligé de t'intéresser à ça. Moi, personnellement, la politique, c'est absolument pas quelque chose qui m'intéresse. Mais je me dis, là, je suis à l'âge où ça m'impacte réellement les décisions qui sont prises. Je peux pas juste élire quelqu'un comme ça en me disant, oh, de toute façon, c'est sa politique, ça va pas m'impacter. Là, ça m'impacte réellement. Et en ayant parlé avec mes parents, j'ai pas l'impression qu'à leur époque, il y avait genre 2 gros conflits, 3 gros conflits. Là, je pense qu'on peut en citer 10, 15 qu'il y a en même temps. En même temps. Ouais. En même temps. Et en limite, plus, t'arrives à un stade où quand t'entends parler d'un conflit aux infos, tu te dis, mais ça, c'était pas fini. C'était pas fini. Et en fait, non, c'était juste sorti du cycle d'information pendant un temps. Mais non, c'est pas fini du tout, c'est pas résolu du tout. Et puis c'est des gens qui ont des grosses armes, quoi. C'est pas genre, on joue avec des pistolets à billes. Non, c'est des grosses armes et qui peuvent avoir un impact sur beaucoup de gens, quoi. C'est vrai. Ben, moi, ce qui me fait peur, justement, c'est... ce qui me fait vraiment peur dans cette ère, parce que j'ai l'impression que quand on parle d'effondrement de la société, je parle pas de la Terre qui arrête de tourner, mais vraiment d'un changement d'air. On va découvrir un mode de vie qu'on n'a jamais connu, en fait. C'est comme ça que je l'imagine. Et je me dis que le plus gros problème, ce qui m'inquiète le plus, c'est la manière dont l'opinion publique peut être facilement manipulée. Et tu vas le voir quand tu vas avoir une conversation avec une personne qui va peut-être consommer plus de radio, ou une personne qui va consommer plus BFM TV, ou une autre personne qui va plus consommer des documentaires Arte, et te rendre compte que leur manière de penser, leur position sur certains conflits, sur certaines situations, ils sont diamétralement opposés. Et non seulement ils sont diamétralement opposés, mais on est dans une ère où on est incapable de tomber d'accord. Genre, en fait, on peut pas... c'est soit on est parfaitement d'accord, soit on l'est pas du tout et on est ennemis. Et en fait, quand je réfléchis comme ça, je me dis, mais si on se retrouve dans une situation où on doit dépendre les uns des autres, on est foutus. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait le plus peur, en fait, dans l'idée de changer de fonctionnement, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'on ne sait plus vivre ensemble. On ne sait plus du tout vivre ensemble. Et le Covid, les premiers confinements, nous ont donné un avant-goût de ça, en fait. Ça nous a donné un aperçu. Quand j'ai vu les gens se ruer pour acheter du papier toilette, se battre pour acheter des paquets de riz, je me suis dit, Et là encore, en fait, on avait une certaine garantie qu'on allait encore avoir un toit sous nos têtes, qu'il allait avoir des aides du gouvernement, certaines choses qui allaient être mises en place. Mais malgré ça, on a quand même été nombreux à céder à la panique et à ne pas spécialement s'entraider. J'ai vu beaucoup de gens s'entraider aussi, mais le truc le plus marquant, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui se disaient « Non, je vais acheter tout ce que je peux acheter et me barricader chez moi, et tant pis pour les autres, quoi. » C'était vraiment le tant pis pour les autres qui m'a inquiétée. Donc je me dis, c'est plus ça qui me fait peur, en fait. Je me dis, ok, ça peut arriver, en fait, qu'on change complètement de situation, de style de vie, etc. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ça m'inquiète. Et après, je pense aussi au fait que dans les médias, le fait d'avoir vu autant de conflits, ça nous a désensibilisés, j'ai l'impression. Tu sais, de voir vraiment des génocides en 4K, c'est autre chose. Je pense pas que ça a désensibilisé. Je pense que justement, ça a rendu le climat beaucoup plus anxiogène. Le nombre de gens qui sont anxieux, qui ont peur de sortir, qui ont de trucs... En fait, on va accuser beaucoup les jeux vidéo type GTA, etc., de promouvoir la violence, etc. Et c'est vrai que la génération qui est juste en dessous de nous, planter un couteau, mettre un coup de tête, machin, parce que c'est pas qu'il n'y avait pas de rixes, nous, dans notre génération, il y avait des bagarres, etc., mais c'était des bagarres à la barre de fer.
Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est déjà hyper violent. Moi, je me rappelle du film American History X. Ouais. Le coup, là, où ils mettent la mâchoire sur le trottoir. Waouh, c'était une C'est violence, ça. hyper violent. Donc, je pense qu'il y avait ça aussi. Mais là, je trouve que ça commence de plus en plus jeune. Ce culte d'avoir beaucoup d'argent très vite fait qu'il y a des jeunes qui prennent des décisions qui sont pas forcément les bonnes. Et donc, du coup, bah, avoir une arme chez soi, mettre un coup de machin, c'est rien. Genre, ah, tu sais quoi, c'est pas grave, je lui mets une petite balle dans la jambe, ça va. Voilà. C'est vraiment genre comme si j'ai, ah, il m'a fait chier, je lui mets un petit coup de tête. C'est bon, Voilà. c'est réglé, tu Donc, vois. quand il sera question de s'entraider parce qu'il n'y a plus rien à manger, je pense qu'il y a des gens qui vont facilement sortir le couteau. Voilà, c'est ça. Sans gêne. Et du coup, je me dis, comme le climat aussi est beaucoup plus anxiogène, bah, tu fais confiance à personne. Ouais. Parce que tu te dis, en fait, si je vais faire confiance à cette personne, mais cette personne va me trahir parce que regardez ce qui s'est passé dans tel endroit, dans tel conflit. Il se faisait confiance, il s'était mis d'accord sur quelque chose et finalement, c'est pas ça qui a été fait, etc., etc. Et du coup, c'est un peu une spirale. Je sais qu'on parle beaucoup de maladies mentales en ce moment et que parfois on a l'impression que c'est un peu le truc à la mode et que c'est des trucs imaginaires et tout, et même beaucoup dans les cultures africaines où on te dit ah, t'as pas de problème, t'as pas de dépression, t'es pas anxieux, t'es pas machin, etc. Mais en fait, je pense que toutes les évolutions qu'il y a eu ont créé quelque chose qui n'existait pas avant, tu vois. Avant, on te disait que t'étais malade parce que ben, t'avais, je sais pas, t'avais la peste, t'avais le choléra, parce que t'avais une tuberculose, parce que tu faisais une pneumonie, etc. Mais là, on a toutes ces nouvelles maladies qui sont un peu silencieuses, un peu insidieuses, où tu te rends pas compte. Et en fait, quand tu t'assois, tu te dis, mais c'est peut-être pas normal que je me sente comme ça. C'est peut-être pas normal que cette chose me mette dans cet état. Normalement, ça devrait pas me mettre dans cet état. Et du coup, tout ça me fait dire que c'est la fin. J'ai regardé la dernière saison de Black Mirror, j'étais en train de flipper. Déjà, Black Mirror, c'est pas un truc que tu regardes pour avoir l'esprit tranquille, mais là, je trouvais que c'était très orienté sur l'IA. Déjà que je suis pas une grande fan de l'IA. Très orienté sur l'IA, tu vois comment ça te pousse à faire des choses, surtout l'épisode... sur les Furbies ou les Floppies, ou je sais plus comment ils s'appellent là. Les Fronglets. Oui, en anglais, mais en français, c'est les... Ah, c'était un autre nom en français? Oui, c'est un autre nom. Ok. Et donc, du coup, tu vois le mec ce qu'il a été capable de faire. Je crois que c'était un de mes épisodes préférés. Dans la motivation de ce qu'il est convaincu de ce qu'il croit. Et je suis sûre, tu vois, c'est des trucs où... par exemple, il y avait eu cette histoire aux États-Unis, vers Miami, où un mec avait tiré sur des gens en disant oui, vous êtes des Palestiniens de merde ou chal arabe de merde, etc. Alors que non, pas du tout, c'était des Israéliens. Voilà. Et tu vois, juste parce que le mec, il a vu un truc, il s'est dit ah bah ça veut dire ça. Ouais, et il a tué des semblables. Et voilà. Parce que tu réfléchis pas. Alors parce que tu réfléchis pas. Bien sûr, c'est pas... c'est pas une généralité, parce que heureusement qu'il y a encore des gens qui réfléchissent ou quoi aux caisses, mais je trouve que d'avoir toutes ces choses, en fait, voilà, comment je peux traduire ma pensée, c'est ça, c'est de se dire qu'on a toutes les ressources possibles et inimaginables. On n'a jamais eu autant de ressources. On n'a jamais eu autant de ressources, mais on n'a jamais été aussi bête. Et ça, c'est vraiment le mal du siècle. C'est de se dire qu'on a tout apporté. Il suffit juste de poser la question. Il suffit juste de regarder. C'est ça, en fait. L'évolution, on voulait qu'à chaque fois qu'on créait de nouvelles choses, qu'on innovait, c'était pour nous faciliter la vie, c'était pour nous rendre plus intelligents, plus performants, etc. Et en fait, il y a toujours ce truc où t'as une sorte de courbe où nous, on évolue, les outils qu'on crée aussi évoluent, et à un moment donné, la courbe de la création continue à augmenter. Mais nous, en tant qu'humains, en fait, notre performance, elle a stagné et limite, elle commence à chuter, en fait. Et tu vas le voir dans l'éducation, où les profs se plaignent que tout le monde utilise l'IA. Dans le recrutement, les gens des ressources humaines, ils le disent. On reçoit que des trucs faits avec de l'IA, etc. Enfin, les gens ne font même pas l'effort de rédiger leur CV. On a besoin de savoir comment toi, tu as vécu ces expériences. Demande pas à l'IA de trier tes expériences, parce que c'est pas un humain, en fait. Il va juste faire les choses d'une certaine manière qui font que nous, on n'arrive pas à comprendre le candidat, etc. Donc, ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus, c'est assez effrayant. Et du coup, quand j'ai réfléchi comme ça, je me dis que j'espère qu'il n'y a pas d'effondrement qui va prendre place, mais s'il prend place, je suis très très pessimiste sur comment on va s'en sortir. Moi, je pense qu'il a déjà commencé. Ouais, c'est vrai, parce que il y a un truc que j'avais appris quand je faisais mes cours d'histoire géo à l'époque, une phrase qui m'avait vraiment marquée par un prof qui disait que le problème avec l'être humain,
c'est que si tu le mets dans une marmite et tu le fais bouillir petit à petit, il va pas s'en rendre compte. Il a besoin d'un choc, il a besoin qu'on le jette dans un truc, genre l'eau est brûlante et il sort de là et il trouve une solution. Et donc en gros, il disait malheureusement, ce moment où tu seras vraiment en train de bouillir, que ce sera trop tard, tu vas t'en rendre compte et c'est déjà foutu en fait pour toi. Et ça fait vraiment peur parce que tu le vois par exemple ça fait aussi longtemps que j'ai été en vie, j'ai entendu parler de changement climatique. Toute ma vie, j'ai entendu parler il faut qu'on arrête de consommer telle et telle chose parce que c'est en train de détruire la planète. Mais on l'a entendu de manière un peu alarmiste, mais c'était toujours genre non mais continuez vos vies, on va trouver des solutions, vous en faites pas. Et chaque jour c'était en fait là ça devient grave. Ce serait bien qu'on en parle un peu plus. Vous pensez pas qu'on devrait en parler un peu plus? Et là on est arrivé à un stade où on nous a dit clairement les chercheurs ont fait tout ce qu'ils ont pu. On est foutus en fait les gars, vous avez pas pris les décisions qu'il fallait prendre, on n'a pas assez tapé du poing sur la table, on est foutus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est trop tard, c'est juste trop tard. Et donc il y a un truc que j'ai lu, il y a un chercheur en fait qui a fait une théorie en fait sur la collapsologie et qui a utilisé justement une sorte de modèle d'intelligence artificielle où littéralement, il a joué aux Sims avec le monde. C'est trop intéressant. Il a fait une sorte de modélisation informatique de l'histoire de l'humanité. Et en fait, en donnant toutes les données, en donnant certains paramètres, il a utilisé des facteurs différents, mais il a utilisé plein de paramètres comme ça pour parler de la civilisation, en utilisant ce qui s'est vraiment passé et demander à ce modèle, en fait, d'imaginer l'avenir. Et donc, il ne donne pas de détails, mais il y a plusieurs chercheurs qui s'accordent pour dire que l'effondrement de la société telle qu'on la connaît se produit entre 2030 et 2050. Donc c'est demain, c'est littéralement demain. Ça a commencé. Et franchement, je me suis dit, ok. Et t'as plein de paramètres comme ça, en fait, qui font que tu te dis, mais pourquoi on ne s'est pas réveillé plus tôt? Parce que par exemple, chaque année, on a toujours cette date officielle, la date du dépassement, où on nous explique, oui, voilà, là... à partir du 1er août, la France a utilisé plus de ressources qu'elle ne devrait pour permettre à la Terre de régénérer ses ressources, etc. Et chaque année, en fait, cette date du dépassement, elle arrive de plus en plus tôt. Donc, on continue à s'endetter sur les ressources de la Terre, etc. Et franchement, c'est vraiment effrayant quand tu commences à chercher en détail. Donc peut-être que je suggérerais quelques livres, etc., quelques articles à lire pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont fascinés par ça. Mais pour celles qui sont un peu plus sensibles, je vais m'arrêter là. Oui, mais tu vois, c'est comme enfin, il y a les dates de dépassement sur les ressources, etc. Moi, juste sur le côté vraiment pratico-pratique, tous les pays du monde que l'on connaît sont endettés à des milliards de dollars. Mais c'est dur de prendre ça... Enfin, tu vois, j'arrive pas à réaliser. 1 milliard, c'est énorme. Donc, j'arrive même pas à comprendre ce que ça représente. T'es endetté, mais tu dois l'argent à qui? Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, notre fonctionnement... Tous les ans, j'entends que la France est endettée. Tous les ans, j'entends que les États-Unis sont endettés. Ils font des réformes. Mais augmenter les impôts, augmenter trucs, etc. Tous les pays du monde sont endettés. Alors, je veux bien, la population est de plus en plus nombreuse. Il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas anticipées, etc. Mais il n'y a aucun moment où tu te dis, au niveau de la dette, on est juste à 5 millions. On est tous endettés à des milliards. C'est vrai, quand est-ce que tu entends aux infos? On a enfin réussi à réduire la dette. Félicitations les Français, bravo. Voilà, non, ça n'arrive jamais. On réduit jamais cette dette. C'est toujours de plus en plus. Et je me dis, mais jusqu'où en fait? Jusqu'où on va s'endetter? Parce que toi, tu as l'impression là de t'enrichir ou quoi que ce soit. Enfin, il y a plein de gens qui pensent qu'il ne faut pas mettre son argent dans les banques. Ils disent, parce que le jour où ce système va s'effondrer, qui est-ce qui va te donner ton argent? Tu sais pas. Qui est-ce qui va te donner de l'argent? Et après, tu dis, oh, mais vous aussi, vous exagérez, c'est quand même un système qui fonctionne bien, c'est quand même un système qui fonctionne bien, mais on l'a vu quand il y a eu le krach boursier en 2008, ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est là que tu te rends compte que même le fait d'être propriétaire, avant, tout le monde pensait que c'était le moyen d'avoir un bien pour toi, etc. Mais tant que tu n'as pas fini de rembourser ton prêt, ce bien est à la banque. Donc, si la banque s'effondre, ça aussi, c'est plus à toi. Donc, c'est extrêmement complexe. Mais c'est le genre de choses en fait qui me font penser que, comme tu le disais, la politique c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse, mais je dois me forcer à m'y intéresser parce que il faut que je comprenne en fait comment ce monde fonctionne, il faut que je comprenne plus de rouages du fonctionnement de ce monde au moins pour pouvoir être préparée au pire et au meilleur, j'espère aussi peut-être. Mais voilà, donc je me dis ok, on a discuté de ça, maintenant ma question ce serait si ça arrive, quel sera ton rôle
Parce qu'en fait, je me dis, demain, si les banques, admettons, les banques s'effondrent, on n'a plus d'internet, on n'a plus d'électricité, etc. Ça aussi, c'est plus possible. Donc on retourne vraiment à un style de vie déjà qui sera local. Et je pense que c'est ça qui serait le plus grand choc. C'est qu'à partir du moment où tous ces systèmes se sont effondrés, ben moi qui suis à Londres, je serai plus proche des gens qui sont dans mon quartier que de qui que ce soit dans ce monde. Je pourrais pas être aussi autant en contact avec les gens, etc. Donc je me dis, ben, le premier point, ce serait de connaître la communauté locale, ne serait-ce que ça. Et bah déjà là, tu vois, je me dis, il faut que je commence à me préparer, en fait. Il faut que je sache avec qui je vis, etc. Je sais que dans mon immeuble, on a créé un petit truc, en fait, avec les parents. On essaie de passer plus de temps avec les enfants de chacun, etc. De mieux se connaître. Et je me dis, ben voilà, ce sera quand même pratique au moment où on partira tous en vrille, de savoir qu'on peut se faire un minimum confiance parce qu'on s'est déjà fait confiance avant. Maintenant, comme on disait au début de l'épisode, Néné, elle est physique, en ce moment, elle est en forme. Donc ça, ce sera très pratique parce que je me dis, tout bêtement, maintenant, comme on a tous un toit au-dessus de nos têtes, etc. Et on entend beaucoup de discours du style, ouais, il faut taxer plus les riches, etc. C'est pas normal qu'ils payent pas autant d'impôts, c'est pas normal qu'ils soient capables de détourner le paiement des impôts, etc. Je me dis qu'en situation apocalyptique, les riches, ils vont littéralement se faire manger. Genre, les gens vont craquer. Ils vont aller chercher les riches dans leur maison. C'est ça. Et franchement, j'imagine tellement ça. Je me dis, t'es dans un quartier où tu sais que t'as accès comme ça. C'est des raccourcis. Bah ouais. Parce que tu sais pas... Alors, il y a des gens qui détournent de l'argent, bien évidemment. Oui. Mais... C'est pas parce que t'es riche que t'es forcément quelqu'un de mauvais, quoi. Exactement. Ouais. Tu vois, il y a des choses... Il y a des personnes qui vont... Quand tu vas les croiser, tu vas te dire, ah, cette personne, elle est forcément comme ça parce qu'elle a fait ci, parce que regarde, elle porte tel sac, parce qu'elle fait telle chose, etc. Ouais. Mais tu sais pas ce que cette personne fait derrière. Et je trouve que ça aussi, c'est le préjugé. En fait, on doit apprendre à se faire notre propre opinion, pas basée sur des stéréotypes. Parce que tu vois, moi, j'ai des personnes dans mon entourage, c'est des stéréotypes parfaits de certaines choses. Mais en fait, quand tu parles avec ces personnes, elles ne le sont absolument pas du tout. Et de la même façon qu'en grandissant, on me disait souvent ah, mais toi, t'es vraiment une petite blanche parce que t'aimes ci, t'aimes ça, etc. Oui, et oui. là, tu dis... T'as le malheur d'écouter autre chose que du rap, on me disait t'es une blanche. Hein ah, quoi okay, le rapport, tu dis ok, très bien. Mais à côté de ça, moi, j'ai quand même grandi avec une mère qui était villageoise et c'était très important pour elle que ses enfants sachent se débrouiller. Donc... on peut avoir tout accès à l'électricité, les machins, etc. Parfois, on avait des coupures d'électricité à la maison parce que ils font des travaux dans la rue ou des choses comme ça. Et nous, enfants, on était là, il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on fait ? On est dans les noirs. Moi, c'était surtout ça, on est juste dans les noirs, au secours. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On lit un livre, on a la chance de grandir en maison, donc vous pouvez aller jouer dans le jardin, vous pouvez aller faire des trucs. Et même à ça, même quand il faisait beau, pas beau, etc. Elle nous forçait à sortir. Ouais. On n'avait pas la télé tout le temps. Il y avait des heures auxquelles on pouvait avoir la télé, les écrans, les machins, etc. Et ça me fait beaucoup rire parce que on a eu toute une génération où tous les enfants étaient élevés à Pee-wee, Télétoons, tout ça. Et aujourd'hui, on nous dit, ah non, c'est pas bien de mettre les enfants devant les écrans, il faut couper les écrans, donc pas plus de 20 minutes par jour, etc. Ma mère était pionnière de ça. Elle avait dit... Elle a dit, ah bon, je prends note. Elle a dit, non, moi... Avant même qu'on entende tous ces discours-là, tu sais, même quand on te dit, ah, tes enfants, ils doivent pas manger trop de ci, trop de ça, etc. Ma mère, elle met un truc à table, tu manges. Ah, tu manges pas, tu vas dormir comme ça. Donc, voilà. À un moment donné, tu vois... À un moment donné, tu vas goûter. Tu vas dire, ah, c'est pas si mal. C'est mieux que le ventre vide. Tu vois, très bien. Tu vois, les trucs de Montessori où on laisse les enfants faire un peu ce qu'ils veulent, quand ils mangent, tu leur mets tout, tu leur laisses du choix, etc. Et ce qui fait que en Suède, je crois, ils avaient eu une étude où ils disaient que finalement, ils revenaient un petit peu sur cette éducation parce qu'ils se rendaient compte que ces enfants-là grandissaient avec aucune frustration et quand ils se retrouvaient dans la société, ils n'arrivaient pas à gérer la frustration. Et donc, c'était des enfants qui pouvaient être agressifs, c'était des enfants qui pouvaient avoir des pensées suicidaires parce qu'en fait, tout leur monde s'effondrait et ils comprenaient absolument plus rien. Mais c'est en Suède, en plus, que j'avais lu que le taux de suicide chez les adolescents, il est le plus élevé au monde. C'est en Suède ou au Japon ? Non, c'était un pays scandinave. Ah ouais. C'était un pays scandinave, j'en suis sûre. Après, peut-être que ça a changé entre-temps, mais je pense que j'avais lu cette statistique il y a 10 ans. Ouais. Ça m'étonnerait pas que ce soit le Japon. Mais donc, tu vois, tous ces trucs-là, je me dis que, comme tu dis, il faut être local, il faut être en communauté, il faut être inscrit dans sa communauté. Mais moi, je pense encore à un truc encore plus bête.
tu prends plus les adresses des gens chez qui tu vas. Parce que tu connais la route. Tu sais que... Tu vois, moi, avant, je connaissais les adresses de tous mes potes. Ouais. Le numéro de fixe, le numéro de portable. Tu vois, je savais comment y aller. Et avant, on s'envoyait des cartes postales, on s'envoyait des lettres des fois. Enfin, tu vois, donc toutes ces choses-là, c'est tout ce qui comptera après, en fait. Voilà, et maintenant, je me rends compte que pour certains endroits, je connais pas l'adresse, je connais le chemin. Je connais le chemin, voilà. J'ai dit, j'ai pas besoin d'avoir l'adresse, tu vois. Mais peut-être que si tout s'effondre, on va avoir des pigeons voyageurs, je devrais indiquer. Et tu vois, genre toutes ces choses qu'on a vues quand on regardait Handmaid's Tale. Comment ça s'appelle en français? La Servante écarlate. Oui. Une série qui est basée sur un roman de fiction. Et en fait, pour celles qui connaissent pas la série, c'est une série qui part du principe qu'il y a eu une sorte de coup d'État aux États-Unis par un groupuscule sectaire qui a vraiment pris le pouvoir partout aux États-Unis et a mis en place un système très inspiré de la chrétienté, mais dans un extrême où la femme, elle n'a pas son mot à dire, elle n'a pas le droit de lire, elle n'a pas le droit de travailler. Puis il y a beaucoup de castes, voilà, chacun a son rôle dans la société et il reste dans son rôle. Voilà, et chacun reste dans son rôle. Et en fait, tu te rends compte que quand c'est comme ça, dans la série, en fait, on te montre beaucoup de personnes qui résistent et qui essaient de fuir et qui se créent des réseaux, etc. Et tu vois des trucs tout bêtes. Enfin, il faut une femme qui est capable de guérir des plaies. Il nous faut quelqu'un qui est capable de produire des produits d'hygiène, etc. Je sais plus c'était quel épisode où on voyait des gens préparer une fuite et elles étaient en train de créer des savons et tout. Tu te dis, mais des choses toutes bêtes comme ça. Il y en avait une qui était en train de coudre des vêtements. Enfin, plein de petites compétences comme ça qu'on néglige, qu'on va prendre pour des petits hobbies. On va toujours te dire, ah, tu sais tricoter, mais tu devrais vendre des écharpes à tout le monde. Tu pourrais faire un super business qui gagnerait des millions dans le monde entier. Non, tu peux juste avoir une compétence et la perfectionner, juste parce qu'à un moment donné, en fait, ce sera utile. Donc juste apprendre à coudre quand tu auras besoin de coudre, parce que quand tu vas arriver dans une ère où la mode n'aura plus aucun intérêt, l'intérêt, ce sera juste d'être bien couvert en hiver et de ne pas avoir de trous dans tes vêtements. Bah, la couture, tu vas te rendre compte que ça t'aura beaucoup aidé. Ceux qui savent cultiver, etc., je sais pas moi, si c'est pas ton truc d'avoir la main verte, mais de savoir que dans ton entourage, il y a une personne qui est capable de cultiver, qui est capable de se promener dans la nature et de te dire, bah ça c'est quelque chose qu'on peut manger, ça on peut pas le manger, ça on peut le mélanger de telle manière. Moi, je me souviens, en primaire, on allait en forêt et on t'apprenait les champignons, ce que tu pouvais toucher, ce que tu pouvais pas toucher, ce que tu pouvais manger. Qu'est-ce que ça signifiait si la mousse de l'arbre était comme ça, enfin, des trucs, nous on faisait des expériences, on prenait des plantes, on se faisait des infusions de plantes. C'est ça, des fois je vois les enfants dans le jardin, Solange elle me dit ouais je fais une potion et tout, elle mélange des trucs, mais incroyable. Mais franchement, depuis qu'on a fait ça en primaire, on l'a refait quand? Tu vois, c'est pour ça que je me rappelle, un des moments que j'avais beaucoup aimé quand on était en Côte d'Ivoire, c'est quand on a visité le village colonial là, et qu'on a eu une visite guidée, et le monsieur qui nous a fait la visite guidée, il nous parlait de tout, mais genre avec une précision. Malheureusement, il faisait littéralement 40 degrés sur nos têtes, donc c'était très dur de suivre la visite. Mais je me rappelle qu'il nous montrait les arbres, il nous expliquait, ben tu vois, quand tel arbre commence à ramper sur tel tronc, ça veut dire qu'ils vont pas ensemble, en fait, ils peuvent pas vivre ensemble, donc il va tuer tel arbre, etc. Je me dis, tout ça, on s'en rend même pas compte. On est là, en fait, on se balade, tu fais ta petite marche au parc, peut-être que tous les jours, tu fais un footing dans ce même parc, et tu te rends même pas compte, en fait, que tel arbre est connecté à tel truc, etc. Genre, on a juste aucune idée. Et en fait, à chaque fois que j'imagine ça, ça me fait trop rire parce que je me dis, quand on était confinés, j'ai l'impression que les animaux ils se disaient putain, on a enfin récupéré nos terres, c'est trop bien, on se balade. Mais là, en fait, à l'inverse, si on se retrouve dans un truc où c'est complètement la société s'est effondrée, les animaux ils vont nous regarder genre mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous là? Pourquoi ils sont tous dans la forêt avec nous là? Après, tu peux apprendre à vivre en bonne intelligence. Tu sais, tu peux coexister avec les animaux sans que forcément ça soit un truc. Moi, mes grands-parents étaient au village, ils avaient des animaux, quoi. Enfin, c'était pas un truc... c'était pas comme ici. Maintenant, je trouve qu'on est trop... En fait, on n'a plus le temps de rien et dans une poursuite de quelque chose. Et même quand on veut te dire ce truc de slow life, de machin, etc., mais tu vas prendre ton matcha, tu vas aller à ton petit cours de pilates. Ça reste très égocentré, quoi. Tu vas faire tes trucs. Et alors, oui, il y a des choses qui font communauté et tu te dis, ah bah, je vais aller avec des gens, mais pour avoir... je vais faire la pub de ma petite paroisse ClassPass pour avoir testé beaucoup de salles de sport.
les gens sont toujours un peu choqués quand tu dis bonjour quand tu arrives, tu vois. C'est Ne serait-ce que incroyable, ça, vivre en communauté, incroyable. quand tu arrives dans les vestiaires, bonjour, tu dis au revoir, tu dis excuse-moi, etc., etc. On n'est pas en compétition, on va tous Ça vous souffrir choque de dire bonjour, quoi. pendant 1 heure, on va être en train de transpirer. Même les gens en compétition, ils se disent bonjour. Non, mais c'est ça. Et en fait, ce qui m'a choqué, je sais que on aime beaucoup dire les Parisiens, les Parisiens, les Parisiens. Ouais. Mais là, comme j'étais à Londres et que j'étais faire mon sport à Londres et tout, bah, quand t'attends devant, les gens discutent, quoi. Ils se connaissent pas. Alors, t'as les habitués. Mais moi qui suis là, je dis ah bonjour, c'est la première fois que tu viens, oui, oui. Comment tu fais? Je dis ah bah je suis venue visiter de la famille pour quelques jours, donc j'en profite, etc. Mais tu vas voir, cette prof, elle est super. Même les profs, ils sont là, ils te parlent, etc. Et ça fait tout en fait. Même à Paris, il y a des salles où je vais toujours dans les mêmes salles avec le cours de ce prof-là, parce que j'aime ce prof-là. La salle, en fait, littéralement, je m'en fous. C'est le prof qui m'intéresse parce que j'aime son énergie, etc. Et pour tout ce que tu fais dans la vie, c'est comme ça. Quand tu vas t'installer quelque part, il y a des gens qui vont dire oui, mais ils exagèrent, ils ont déménagé 3 fois dans les 4 dernières années, machin, etc. Mais si tu t'entends pas avec tes voisins, si tu te sens pas bien dans ta maison, etc., t'as eu le coup de cœur pour ta maison, finalement, en fait, quand tu vis dedans, il y a quelque chose qui est c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, j'ai grandi à une époque où les enfants, enfin, tous les enfants de la rue, on se connaissait. Les parents, t'avais 1 ou 2 parents qui étaient là, qui passaient une tête, qui surveillaient le groupe, mais tous les enfants étaient dehors, on jouait tous ensemble, tu savais qui avait des affinités avec qui, etc. Et quand je repasse, alors oui, il y a quelques endroits où tu vois encore cette affinité qu'il y a entre les enfants, etc. Mais je trouve qu'il y a, c'est plus autant, tu vois, même moi, là où j'ai grandi, quand je repasse dans la rue où j'ai grandi, il n'y a plus d'enfants qui jouent dehors, il n'y a plus de... Il n'y a pas du tout d'enfants dehors. Il n'y a plus d'aventure. Alors, nous, les voitures ne rentraient pas dans cette rue parce qu'il y avait trop d'enfants. Où tu arrivais... Maintenant, on est extrêmement méfiant et donc tu n'as pas envie de laisser ces libertés aux enfants. C'est vrai, c'est très difficile. C'est ça. Et même moi, en tant qu'adulte, je me dis... Quand j'y repense au fait que moi, je rentrais de l'école à pied, j'étais petite, je rentrais de l'école à pied, je faisais 10 minutes à pied... Aujourd'hui, tu me dis, ta fille, elle va de l'école à chez vous toute seule. Je dis, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouais. Tu vois, même confier son enfant à quelqu'un. Enfin, tu confies ton enfant, tu te dis, je sais pas comment nos parents ils faisaient. Ils disaient, elle va en prendre soin. Nous, on a l'impression qu'ils en avaient rien à faire. Alors, ça se trouve, ils souffraient. Ils se disaient, non, il faut que je le fasse, en fait. C'est ça. Ça fait partie des étapes de la vie. Il faut que j'arrive à faire confiance à d'autres personnes. C'est ça. Et même communiquer les uns avec les autres et être là les uns pour les autres sans forcément attendre quelque chose en retour. Je pense que, comme tu disais, on est très égoïste, très égocentré. On se dit que si moi je m'enrichis, ben c'est le plus important. Sauf que parfois, pour continuer à avancer, il faut qu'on s'enrichisse tous. Et c'est pas parce que je vais te prendre 5 minutes à t'aider à développer ton business, etc., que ça va enlever de moi mon côté, en fait. Et je trouve que c'est un truc... Tu vois, il y a de la compétition partout et ça devient cyclique, tu vois. Genre, tu vois, des studios de pilates, je pense qu'il y en a toujours eu. C'est devenu le truc à la mode, les pilates réformeurs, t'en vois pousser comme des petits champignons. Je pense qu'à Paris, il y a un nouveau studio de pilates réformeurs. C'est la secte du moment, quoi. Toutes les semaines. Mais avant ça, t'avais les trucs de yoga. T'en avais qui explosaient un petit peu partout. Il y avait les trucs de gym tonique. Il y avait... en fait... T'as tous ces trucs où tu te dis, bah, par exemple, même le truc des culottes menstruelles. J'ai regardé une émission là-dessus et j'ai trouvé ça passionnant. Ils expliquaient qu'en fait, les culottes menstruelles, c'était un truc qu'ils avaient inventé, que t'avais des trucs de très très bonne qualité, machin, etc. Et en fait, il y a des gens qui sont rentrés dans ce business-là juste pour se faire de l'argent. Donc, ils sont rentrés, ils ont fait leur argent, pendant 3 ans. Ils te vendaient des trucs de qualité pas oufissime, mais ils se disaient, ah bah ça fait 3 ans. Et puis boum, alors que tu as les anciens du secteur qui sont là depuis des années, qui ont fait énormément de recherches pour développer ça, parce que pour moi, ça reste un mystère, comment ça fonctionne. Voilà. Oui. Et tu dis, en fait, c'est un peu comme certaines marques. Tu sais, ils ont les mêmes fournisseurs. Ils vont juste changer l'étiquette. Et donc, tu vas voir les marques. Ils te proposent un catalogue. C'est pareil pour les produits de beauté. Ils ont des catalogues de formules qui fonctionnent bien. Et puis, toi, tu vas travailler ton logo, tu vas travailler ton design. Et puis, tu vas te dire, ah bah non, moi, je voudrais un peu plus de parfum comme ça. Moi, j'aime le truc. Mais le catalogue de base, c'est le même. Et donc, du coup, tu as plein de trucs que tu vas te dire, ah mais non, mais moi, je préfère ce truc de Maybelline. J'aime pas le truc de L'Oréal. Mais en fait, c'est exactement le même truc. Chose. Et c'est comme ça qu'à la seconde, on a entendu parler du niacinamide, par exemple. D'un coup, toutes les marques avaient un produit avec du niacinamide dedans, du jour au lendemain. Voilà. Et incroyable. En fait, tout est très, très cyclique. Et il y a de l'innovation, il y a des trucs où tu te dis, ah ouais, ça, c'est une super idée, etc., etc. Mais ce qui me fait penser qu'on est vers la fin,
c'est que à trop vouloir être individualiste et tirer la couverture sur soi, en fait, on se fait plus de mal qu'autre chose. Prenons le temps d'être ensemble et de se dire, ah bah regardez, on veut, par exemple, on est 5 à vouloir créer, je sais pas, une ferme, machin, avec des animaux, bah plutôt qu'on utilise des pans et des pans de terre, qu'on mobilise étant de l'énergie, des ressources, de l'électricité, de l'eau, des machins, etc. Est-ce qu'on peut pas faire truc en disant, bah, moi j'ai une spécialité dans les vaches, moi je suis plus spécialisée dans les poules, etc. Est-ce qu'on prendrait pas un terrain un peu plus grand, on s'allie tous les 5, c'est vrai, et on fait grandir le truc, et comme ça, déjà, on est moins fatigué parce que t'as pas la gestion du tout le truc. Exactement. Mais on va tous être là. Non, mais moi, je ça sera un dossier beaucoup plus solide, parce qu'en fait, je me rappelle qu'on en avait discuté aussi, même le fait juste d'acheter une propriété. Si tu sais que toi, ça va te prendre 10 ans d'économiser pour mettre un apport, alors que si tu le fais avec une autre personne, ben voilà, vous serez propriétaire 2 fois plus vite, parce que vous avez décidé de faire ce projet ensemble, etc. Et après, on sait que c'est pas sans risque, mais juste de se dire, d'essayer de faire confiance en fait à une personne et de se dire, voilà, on va allier nos forces et créer ce projet ensemble, ça fait toute la différence. Bien sûr. Mais c'est... Donc il y a ce truc de pas se faire confiance et d'être égocentré. Mais en fait, quand on parle d'être égocentré, c'est pas forcément une personne qui est vraiment égoïste, c'est juste le fait de se dire que tu mènes ta vie, t'avances, tu fais avancer tes projets, etc. Et que littéralement, ok, tu vas côtoyer des gens, etc. Mais t'as pas vraiment mis ton empreinte en fait dans une communauté ou quoi que ce soit. Moi, j'ai envie d'y réfléchir d'une manière où je me dis, voilà, quand on va faire mon éloge funèbre, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire, voilà, bah, elle dormait beaucoup, elle était un peu drôle, machin. Tu vois, j'ai envie qu'on raconte quelque chose qui va être impactant, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait qui a impacté la vie d'autres personnes? Parce que tu sais, tu peux être gentil, etc. Tu peux mener ta vie tranquillement, être gentil, passer du temps avec les gens, etc. Et ils vont juste dire, ben ouais, c'était quelqu'un de gentil, fin. Mais est-ce que t'as vraiment marqué les gens? T'as pas besoin d'avoir créé une association qui a révolutionné le caritatif ou quoi que ce soit, mais juste, c'est dans ce sens-là, en fait, que je le pense. Et je me rappelle que quand j'avais aménagé en Angleterre, et ben, ce qui me choquait, c'est justement, comme tu l'as dit, les gens se parlent beaucoup. Et moi, tu sais, passer de Paris à ça, c'était vraiment un choc, quoi. À chaque fois que les gens m'adressaient la parole, je me disais, oh putain, quelqu'un va me demander de l'argent, on va me demander, ah, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de trucs, allez, c'est reparti. Alors que les gens, ils ont littéralement envie de discuter. Mais partout. Et c'est à double tranchant, parce que je pense que ça fait 5 ans maintenant, mais je suis encore en déformation. Parce que par exemple, des fois, tu dois aller dans un endroit, tu fais la file, t'es pressé. Et la personne à la caisse, je te jure, elle raconte sa vie avec la personne devant toi. Et ils prennent tout leur temps. Personne ne va broncher. Donc moi, je suis la seule à avoir encore un peu de fibre parisienne en moi, en train de me dire, mais c'est pas possible. Je regarde la montre que j'ai pas à mon poignet. Je suis en mode, mais c'est pas possible. Elle va raconter toute sa vie. Et des fois, tu vois vraiment des gens qui prennent tout leur temps comme ça. Et je suis la seule à râler. Et t'as d'autres personnes qui vont même rentrer dans la conversation, genre c'est super, on a une conversation à la caisse. Non, j'ai rien d'autre à faire. Et je me dis, il faut que j'apprenne à être un peu plus comme ça, parce que ben, la personne que tu vas voir quand tu vas à la poste, c'est aussi un être humain qui a une vie, qui a des choses à faire, etc. La personne avec qui tu vas discuter, qui enseigne aux enfants à l'école, ben, elle aussi, elle a sa vie. Et en fait, on peut plus se permettre d'être aussi égoïste. Je t'avais raconté dernièrement, la maîtresse de DJ, elle était enceinte. Et quand l'école a annoncé qu'elle était enceinte, et ben, les réactions majoritaires, c'était des mamans qui se plaignaient. Qui disaient, ah ben, c'est la 2e fois qu'il y a une maîtresse qui tombe enceinte, ils vont encore devoir changer de maîtresse au cours de l'année, mes enfants, ils supportent pas, etc. Et franchement, je supportais pas d'entendre ça. Et j'ai envoyé un long message, parce que c'était un groupe WhatsApp, envoyer un long message dans le groupe pour leur dire, mais vous vous rendez compte, on est toutes des femmes dans ce groupe, et on est en train de se plaindre d'une femme qui veut juste fonder une famille, en fait. Et je leur disais, mais si quelque chose se passe mal, en fait, dans sa grossesse, vous allez vous sentir comment? Enfin, est-ce qu'on peut juste être contente pour elle et faire confiance à l'école qu'ils arriveront à trouver quelqu'un d'autre? Mais je me suis fait insulter ce jour-là. Bah oui. Je pensais qu'il y aurait un peu de bon sens qui allait revenir, mais je me suis pris des remarques du style, non, mais tu comprends pas, moi, mon enfant, il a des besoins spécifiques, etc. Mais tous les enfants. Franchement, en fait, je suis arrivée à ce point où je me dis, malheureusement, j'ai l'impression que tous les sujets sont sensibles maintenant,
et que tu peux pas parler à une personne et avoir un débat raisonné. Parce que cette personne l'a tout de suite pris personnellement en me disant « Oui, mais moi, mon enfant, il a des besoins spécifiques. L'année dernière, il a vraiment souffert quand on a changé de prof. J'ai pas envie que mon enfant, il repasse par ça, etc. » Et fin de la conversation, Oui, en fait. mais Tu peux après, rien tu dire peux après ça. préparer ton enfant parce que l'éducation, c'est pas l'école qui la donne. C'est Donc, ça. toi aussi, à la maison, tu peux aider ton enfant. Mhm. On a découvert Love on the Spectrum. Magnifique. Tout le Franchement, monde ça doit vaut un épisode. Tout le monde doit regarder Love on the Spectrum. Il y a Tout le monde. 2 femmes dedans, 2 mamans particulièrement. J'ai besoin de les rencontrer. Ouais. J'ai besoin de savoir comment elles réfléchissent. J'ai besoin de trucs. On doit s'asseoir à leur table, vraiment. Vraiment, moi, je veux juste être assise et les regarder vivre pendant une journée. Mais c'est juste sur Netflix, d'ailleurs. C'est sur Netflix. Parce que, en fait, quand tu vois ces mamans-là, et je ne suis pas du tout du genre à dire « Ah, mais cette femme maman est extraordinaire, Elle est extraordinaire, voilà. Ouais. Je suis pas ce genre de personne. Je me dis que chaque maman fait en fonction de sa réalité. Mais elles, dans leur réalité, avec des enfants avec des besoins spécifiques qui sont sur le spectre de l'autisme, qui ont aussi d'autres choses qui s'ajoutent, d'autres challenges qui s'ajoutent à ça, la façon dont elles gèrent leur enfant, comment elles l'accompagnent dans les changements, etc. Comment elles comprennent leur Comment enfant. elles comprennent, comment elles savent comment leur répondre. Parce que il y a une façon de leur parler parfois où tu peux te dire, si toi tu passes par là, tu te dis, oh là là, mais pourquoi elle lui parle comme ça, pourquoi regardez le ça, pauvre, oui, machin, voilà. etc. Sauf qu'elle savait exactement comment le désamorcer, elle savait exactement quoi dire, etc. Et quand ils savent pas, eh ben, t'as un frère, une sœur qui vient et qui permet aussi de mettre un peu de choses. C'est la même chose, moi je me dis, quand j'étais plus petite, quand parfois je m'embrouillais avec mes parents, etc. Et parfois je me dis, bah, y a un de mes frères qui venait et ça désamorçait la situation, parce que c'est ça de vivre en famille. De la même façon, il y a une autre dame que je suis sur Instagram qui, elle aussi, a un enfant autiste et qui lui apprend à être autonome, qui lui apprend enfin, elle dit, ouais, on m'a toujours dit que mon enfant était autiste, qu'il pourrait pas faire ci, qu'il pourrait pas faire ça, mais en fait, l'enfant va travailler, l'enfant va à l'école, l'enfant est autonome, il est capable de prendre le bus tout seul, il est capable d'aller chez le barbeur tout seul pour couper ses cheveux, etc. Et en fait, ces mamans-là, je me dis, elles sont capables d'accompagner les enfants dans le changement. Donc toi aussi, en tant que maman, oui, la maîtresse, elle va changer, oui, les machins, etc. Ça peut provoquer du challenge pour ton enfant, ça c'est tout à fait possible, on l'entend. Mais toi, en tant que parent, qu'est-ce que tu vas faire pour accompagner ton enfant, pour lui faire comprendre, pour le rassurer, lui faire comprendre que c'est pas grave, en fait, c'est une bonne nouvelle, elle va avoir un bébé. Et je sais que tu es un peu sensible au changement, etc. Mais regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu te sentes mieux, pour que tu accueilles ça de la meilleure façon possible. C'est la chose la plus logique à faire, plutôt que de se dire j'ai pas envie que la maîtresse tombe enceinte. C'est ça. À ce moment-là, tu rentres dans des écoles privées qui sont extrêmement strictes, qui interdisent aux enseignants de tomber enceinte, mais je trouve à un moment donné, il faut... C'est extrêmement difficile, quoi, parce que surtout que avoir un enfant, c'est pas facile. C'est pas facile. Et une grossesse, c'est pas facile. Et donc, tu ne sais pas ce par quoi cette femme est passée pour avoir cet enfant. Peut-être que ça a été très facile, peut-être que ça a été très compliqué. On n'a pas de compte à te rendre là-dessus. Et tu sais ce qui s'est passé ? Elle a eu un enfant prématuré. Elle est partie plus tôt que prévu. Voilà. Et franchement, ça m'a tellement énervée quand j'ai eu l'annonce, parce que je le voyais. Tu sais, les enfants sortent de la classe et t'as des mamans qui viennent la voir tout de suite. Est-ce qu'on a trouvé une remplaçante pour vous, machin ? Enfin, c'est stressant. En fait, il y a des métiers vraiment comme ça que je salue. Et l'enseignement, pardon, je sais pas comment vous faites. Je sais pas comment vous faites. J'ai trop d'admiration, parce que la patience... Et c'est vraiment le genre de métier où c'est de la dévotion, en fait, à ce stade. Parce que je suis désolée, la manière dont ils sont payés, c'est un manque de respect de se dire qu'on est en train de former le futur de la société avec des enseignants qui sont sous-payés, avec une... Non, franchement, juste devoir gérer tous ses parents, j'imagine même pas. C'est compliqué. Mais donc, c'est vraiment ça, en fait, quand je réfléchis à des interactions comme ça, je me dis, ben oui, en fait, parfois on pense qu'on n'est pas égocentrique, qu'on n'est pas égoïste, etc. Mais on a des réactions, on a des comportements qui le sont, au final. Oui. Voilà. Donc, il y avait... ça, c'est pour le point de... qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce que ce serait notre rôle ? Est-ce que tu penses que tu auras un rôle précis, toi ? Dans ce genre d'apocalypse ? Dans ce genre d'apocalypse, moi je suis la personne transverse. Je peux être sur plusieurs fronts, je peux désescalader des situations. Je suis chef de projet. C'est ça. Je pense que dans l'apocalypse, moi je suis chef de projet, on m'assigne une mission, je l'amène jusqu'à la fin. Ensuite, c'est quoi la prochaine mission, tout ça. Ouais. Moi j'ai l'impression que je suis plus ce genre de personne...
j'aurais l'impression qu'en fait, se poser et discuter de qu'est-ce qu'on doit faire, ça va me fatiguer. Je préfère être celle qui sera plutôt dans l'action, parce que j'ai l'impression qu'en fait, dans une situation comme ça, si je suis trop posée en train de réfléchir, en train de penser à ce qu'il faut faire, je vais sombrer. Et je préfère être dans l'action. Si on me dit, voilà, il faut qu'on trouve telle ressource pour construire un abri, ben, je vais me fatiguer toute la journée à trouver cette ressource et à rester concentrée sur cette tâche pour pas me perdre dans le fait que, purée, c'est la fin du monde, comment on va faire? Est-ce qu'on va réussir à survivre? Est-ce qu'on va réussir à ceci? Et j'ai pas envie d'être perdue dans mes pensées, donc je pense que je serai concentrée sur ça, ouais. Complètement. Je serai la manuelle. Très bien. Et je suis sûre que je ferai des super plats. Même si on vivait dans la forêt, je suis sûre que tu ferais des super plats. Ah oui, on va découvrir des recettes de ragoût d'écureuil. Non, mais pour la petite histoire, une fois on était en train de se balader avec ma mère en forêt et elle s'est arrêtée sur une plante. Elle dit, oh mais ça c'est... Elle me donne le nom de la plante en Kikongo et je la regarde. J'ai dit, non maman, c'est une feuille. Elle dit, non maman, c'est pas une feuille. N'importe quelle feuille. Ça s'appelle comme ça, comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'en français c'est ça. J'ai dit, maman, t'abuses. Elle dit, regarde sur ton téléphone. Elle avait Comme raison. Toi, tu es toujours avec ton téléphone, regarde dessus. Voilà, elle avait raison. Et donc, elle a cueilli cette plante, elle l'a lavée et elle l'a préparée et nous l'avons mangée. Et j'étais là, j'ai dit, mais madame... Là, tu l'as regardé genre, ouais, c'est un héros. Non, mais j'ai l'habitude. Héros national. J'ai l'habitude, mais je me suis dit, non, là, on abuse, on est dans une forêt au fin fond de la province française. Qu'est-ce que tu me racontes que c'est telle plante que tu connaissais quand tu étais petite? J'ai dit, abuse pas, c'est pas le même climat, c'est pas le même truc. Elle t'a dit, regarde. Elle avait raison, elle a bien lavé ça, elle a préparé ça, et après elle a appelé ses frères et sœurs. Elle a dit, tu devineras même pas ce que j'ai trouvé dans la forêt. Elle a dit, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça. C'était vraiment, je suis retombée en enfance. Et puis alors il y a un de ses frères qui a dit, mais garde-moi une petite barquette au congélateur. Ça déchire. Non, mais... Franchement, juste de faire ça de temps en temps, c'est excellent. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Je sais pas si on en parlait dans le podcast la semaine dernière, mais on est parti visiter une ferme. Parce que j'ai envie de trouver plus d'activités où on est un peu plus au contact de la nature. Et franchement, c'était hilarant. Parce que quand tu pars avec les enfants, tu t'attends au pire et au meilleur. Et sur les 3 enfants, on a eu les 3 niveaux. Il y en a une qui a dit, je n'interagirai avec aucune bête. N'osait même pas me mettre devant ces bêtes. Il y en a un qui était en mode, waouh, c'est trop cool, donnez-moi tout, je vais les nourrir. Et puis l'autre qui était un peu au milieu, genre, non, d'abord j'ai super peur et après, vas-y, je vais faire un petit effort. Et franchement, toutes ces petites choses, je me dis, c'est fascinant. Faut vraiment... En fait, je suis dans cette phase où j'ai vraiment envie de me reconnecter à la nature. Et j'ai envie de faire un peu plus d'aventures comme ça. On apprend un peu... dans quel entourage on est. On a acheté un bouquin avec Solange qui nous montre les différentes espèces d'arbres, etc. Et c'est un livre anglais en fait qui te montre les différents types d'arbres et de plantes, etc. que tu vas trouver en Angleterre. Et une fois, on était sortis, elle avait pris le livre, elle était trop sérieuse, elle a dit oui. À la base, elle voulait sortir pour faire du birdwatching. Et au final, ça s'est transformé en non, on va regarder toutes les plantes et on va essayer de reconnaître les différentes espèces, etc. Mais je faisais ça quand j'étais petite, moi. Mais c'est super dur. Ouais. C'est archi dur. Parce que souvent, tu vois un truc et tu te dis, non, mais sur l'illustration, dans le livre, il y a ça. Je suis pas sûre si les... Comment ça s'appelle, les veines, là? Ouais. Je suis pas sûre si c'est les mêmes, etc. Enfin... moi, je faisais ça et je pense que j'avais un livre, si je me souviens bien, où, en fait, t'avais un bout de page qui était plastifié, ce qui fait que t'avais les explications de la plante, machin, etc. Ouais. Tu pouvais couper la feuille et l'insérer dans le truc, tu vois, quand tu l'avais trouvé, etc. C'est trop bien, ça. Ouais, je faisais ça quand j'étais petite, moi, j'aime bien. Faut que je trouve ça. Laisse-moi me noter ça, là, je vais chercher sur Amazon. J'aimais trop ça. Et après, tu vois, moi, par exemple, je sais que je suis pas très manuelle, je suis pas machin, etc. Mais par exemple, si tu me ramènes un poulet entier, je peux te le tuer, je peux l'éplumer, tu vois, je peux le dépecer, nettoyer, machin... Parce que je sais faire ça. Pareil pour le poisson, tu vois, moi quand on me dit tu vas chez le poissonnier, il me dit mais si ton poisson il n'est pas vidé, tu fais comment? Je dis je le vide. Je sais vider les poissons, c'est pas tout le monde qui fait ça, oui. Exactement, pareil pour les viandes ou des trucs comme ça, je sais, tu sais, je sais nettoyer, je sais faire ça. Alors c'est pas le truc que je préfère faire, mais je sais le faire parce que justement ma mère elle a grandi dans un village où elle a appris à faire ça et pour elle c'était important. Le seul truc que j'aime pas faire c'est le jardinage, mais ça aussi elle m'a forcé à faire quand j'étais petite. Tu sais, planter des graines, mettre de l'eau, le machin, etc. Ça me casse les pieds. La patience que ça demande. J'ai zéro patience pour ça. Et on me disait tout le temps, mais comment tu peux rester dans la cuisine de 7h du matin à 23h, mais t'es pas capable de planter
les légumes qui vont te servir. Je dis, moi, c'est pas mon taf. C'est vraiment ta happy place, la cuisine, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. J'ai dit, moi, je te fais des petits plats, je te fais des présentations, je fais des petites choses 5 étoiles. Par contre, sourcer les ingrédients, ça, c'est quelqu'un d'autre. Moi, je donne les directives. Je te donne la liste, ouais. Je te dis, écoute, moi, j'ai besoin de carottes, tu me mets des tomates, je veux un chou rouge, je veux ci, je veux ça. Tu me plantes comme tu veux. Je te jure. Et j'ai un maison qui a sa petite pépinière où il met ses légumes, ses fruits, ses machins et tout. Et à chaque fois que je vais lui rendre visite, il m'explique, oui, alors là, j'ai mis ça. Cette année, ça n'a pas bien pris. J'ai mis les haricots plats, mais machin. Tu vois ? Et moi, je le regarde. Qu'est-ce que ça ? Connaître le cycle des plantes et des fruits. Nous, c'est parce qu'il y a un cerisier qu'on s'est rappelé, mais en fait, c'est vrai, les fruits sortent une fois dans l'année, des fois. C'est tout, quoi. Oui, pour certains. Pour certains, c'est une fois dans l'année, et une fois que c'est passé, les gars. C'est fini. Il faut oublier les cerises, il n'y en aura pas. Les tomates au mois de janvier, c'est une aberration. Ouais, non, mais c'est ça. Une aberration. Genre, on l'oublie tellement parce que chaque jour, je peux me réveiller et me dire, ben là, mon palais, il a envie de manger ça, et l'acheter, et puis c'est tout. Ouais. Et sans regarder l'étiquette d'où ça provient, je m'en fiche, ça vient du Kenya, ça vient d'Irlande, ça vient de trucs. Je peux l'avoir demain dans mon assiette, c'est incroyable. C'est fou, hein. Ouais, non, c'est trop dommage. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que se faire livrer par Amazon, c'était moins polluant que d'aller acheter local. Et en fait, il y a plein de gens qui te disent, il faudrait que je retrouve le truc et on pourra le partager, mais qui te disaient que le fait que ce soit mutualisé Amazon, qu'ils aient des grands centres et des machins, finalement ça consomme moins d'énergie, etc. que du fait que toi tu prennes ta voiture pour aller faire chercher tes petits trucs, etc. Après, il y a des gens qui te disent oui, mais quand il va à pied, machin et tout, oui, mais la façon dont les villes sont construites maintenant, etc. À part si tu habites dans l'hyper-centre-ville, mais dès que tu sors un peu des très grandes agglomérations, tu es toujours obligé de prendre ta voiture pour faire ça. C'est ça. C'est intéressant à savoir parce que c'est vrai qu'il y a une des boîtes pour laquelle j'avais travaillé qui faisait de la logistique immobilière. Enfin, j'essaie de traduire le mot parce que c'était en anglais. Et oui, en effet, ils avaient des clients comme Amazon où il y avait des hangars partout, en fait, à tous les ports. Donc oui, ils font en sorte d'être vraiment présents partout et qu'il n'y ait pas une distance incroyable. Et c'est pour ça que maintenant, tu peux avoir ta livraison directement en 24 heures au moins. Ouais, c'est intéressant, ça. Et je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de J'ai pas envie de parler des choses les plus déprimantes. On aurait pu parler du fait que le système de santé en France s'effondre totalement. Et que ça aussi, c'est très inquiétant. On parlait de toutes les espèces qui sont extinctes. Voilà, il y a plein de choses. Si vous voulez parler de la fin du monde, n'hésitez pas à envoyer des messages à Ndaya sur l'Instagram du Thé Noir ou par email. Elle sera ravie de vous répondre. Cette partie-là, c'est pas la mienne. C'est la partie de Ndaya. Moi, je suis là en train de réfléchir à comment on va survivre, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Moi, je plombe le moral. Je suis là pour plomber le moral. Mais voilà, j'ai trouvé une définition qui me plaisait bien pour résumer le concept. La théorie de l'effondrement, elle postule que notre civilisation pourrait s'éteindre sous le poids de sa propre démesure. Et je pense que ça résume bien ce dont on a discuté. Exactement. Bon, donc soyez dans la mesure, soyez demure et mindful. Be mindful. Du coup, pour terminer sur une note positive, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment, ma chère Ndaya ? Là, on va transformer la maison en soirée pyjama. Ce soir, il n'y aura pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, mais 6 enfants à la maison. Jusqu'à... Peut-être qu'on va passer à 7. Peut-être. Parce qu'on en connaît un qui arrive. Il vient toujours toquer à la porte. Hey guys. Ah ouais, et si les 2 petites aussi elles viennent, on va peut-être passer à 9. Voilà. Tout est possible aujourd'hui. C'est un vendredi très ensoleillé. Vendredi, tout est permis. Voilà. C'est ça. On enregistre un vendredi très ensoleillé, donc il va s'en passer des choses. Normalement, à l'heure où vous écouterez cet épisode, tout sera passé et on sera complètement épuisé. Et peut-être qu'on aura survécu, peut-être pas. Peut-être pas, voilà. Mais normalement, ça devrait aller avec chef de projet l'aîné. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Voilà. Eh bien, très bien. Et moi, ce qui me rend heureuse en ce moment, c'est le sport. C'est vraiment ça qui me rend heureuse en ce moment. Moi, je suis morte de rêve chaque jour. Néné me regarde et me dit « Oh là là, les courbatures ! Je sais pas pour qui je me suis pris. Allez, on va boire de l'eau. Allez, encore un verre d'eau. » Oui, c'est ça. Mais ça me rend vraiment heureuse. Je sais pas, j'ai des endorphines. Je sais pas. Oui, je suis juste...
C'est un surplus d'endorphines, c'est trop bien. Ouais, et en plus, j'ai croisé une copine que j'avais pas vue depuis longtemps et elle m'a regardée, elle me dit oh là là, mais t'as vraiment bonne mine, t'es en train de... You glowing. C'est ça qu'elle m'a dit. J'ai dit, c'est ça qu'on veut. J'ai dit, ah oui, en plus j'avais des cernes, mais jusqu'en bas des joues, enfin, je sais pas. Elle me dit, mais non, mais t'as l'air reposée, t'as l'air apaisée, t'as l'air... You glowing. Mais tu l'as dit, en plus, tu dors mieux. Je dors mieux, oui, c'est oui. Magique. J'ai dormi 8 heures. Alors, enfin, si vous savez pas, je dors 5 heures max par nuit depuis des années. Et quand je me bute au sport, max, je fais 7 heures de sommeil. Et là, la dernière fois, je pense que j'ai fait du sport tous les jours pendant 4 jours d'affilée, des grosses séances. Ouais. Et en fait, le 4e jour, je me suis effondrée et j'ai dormi 8 heures straight. T'as trouvé la recette. Faut que tu fasses du sport. Tu te butes tous les matins. Tous les matins. Et tous les soirs, tu vas dormir 8 heures pile poil. Ouais, franchement, je pense qu'il faut que j'accumule 3 jours d'affilée. Je fais 8 heures d'un coup. En fait... C'est pas tant faire 8 heures, mais faire 8 heures sans se réveiller ne serait-ce qu'une fois. Ouais. Ça, c'est un peu le... C'est un exploit quand même. L'exploit de ma vie. Je me réveille moins 4 fois dans la nuit, là, une seule fois. Donc c'est ça qui est... Ça me fait trop mal parce qu'on est tellement les extrêmes. Opposés. Il y a eu un jour où j'ai dormi 12 heures. Et puis je me lève et je suis encore un peu fatiguée. Je vais peut-être faire une sieste plus tard. C'est incroyable. Ouais, vraiment le jour et la nuit. Grave. Le jour et la nuit. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode très joyeux du Thé Noir. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la fin du monde est proche? Est-ce que vous pensez qu'on a encore un petit peu de temps devant nous? Comment vous vous y préparez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous angoisse? Ou est-ce que plutôt que ça vous fait rire et que vous vous êtes toujours dit, de toute façon, la fin arrivera un jour? Ça se trouve, on a des auditrices, elles ont des kits de survie tout prêts à côté de la porte, prêts à partir et tout. C'est hyper important. Si vous avez un kit de survie, dites-nous ce que vous mettez dedans. Et voilà, mission pour la semaine prochaine. On va créer le kit de survie parfait. Envoyez-nous toutes vos suggestions. Imagine la meuf, son kit de survie, elle a toute sa skincare dedans. Non, je ne peux pas partir sans mes masques et mon sérum. Exactement. Envoyez-nous tout ce qui doit être compris, ce qui va permettre de faire le kit de survie ultime parfait. Et on va le partager avec tout le monde. Merci à toutes et à tous pour votre temps. On vous fait des très très gros bisous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous bisous. Bye yo.